Opération Athanor en compagnie de Peter Knight, ici présent dans la région de l'Aude, suite à sa conférence à la SALS. Peter, je voulais te demander, est-ce que tu peux nous expliquer succinctement ou bien en allant dans les détails, ce qui paraît le plus important, de ce que tu as vécu avant d'en arriver au Code des envahisseurs et comment tu en es arrivé là? Ce que j'ai vécu, en fait, c'est une expérience quand j'étais jeune, quand j'étais petit, à partir de l'âge de 3 ans, où j'ai vu débarquer un équipage. Donc c'était du fait parce qu'il suivait mon père, quoi. Et j'ai pu voir à l'intérieur de disques volants des êtres humains en combinaison et qui étaient transparents. Mais à l'époque, je ne comprenais pas ce que je voyais, mais je savais que c'était des êtres humains, par contre. Je n'imaginais pas que c'était des extraterrestres, comme on nous raconte maintenant. Je voyais bien que c'était des êtres humains, les femmes avaient de la poitrine, les hommes étaient musclés. Et c'est ce qu'on voit dans les comics américains. Donc en fait, après, bien plus tard, des années après, j'ai compris qu'il y avait des codes dans tout ce qu'on vivait. Et quand j'étais dans ces disques, j'ai pu voyager jusqu'en des lieux très particuliers, mais à travers le temps. Donc ça me fait penser à la bande dessinée Valérian, là, avec la soucoupe. Et petit à petit, en cherchant, j'ai compris, comme mon père me parlait de Nikola Tesla, mais je n'avais pas les informations, c'est sorti beaucoup plus tard, les informations sur Nikola Tesla, et j'ai pu comprendre. Nikola Tesla travaillait sur l'invisibilité corporelle. Il y a des gens qui sont devenus invisibles, qui ont été décrits, et H.G. Wells connaissait Nikola Tesla, mais avant que H.G. Wells fasse son roman L'homme invisible, il y avait déjà, alors je ne me rappelle plus du nom de cette personne, mais elle apparaissait, elle disparaissait devant témoins, et je pense que c'était une technologie de type Tesla que l'homme a possédée, et ça c'était au cours de la fin des années 1800. Donc à la fin des années 1800, il s'est passé quelque chose sur l'énergie libre, et c'est l'énergie libre qui petit à petit m'a capté, ça m'a intéressé, parce que il faut savoir que si on est dans un champ magnétique, que ce soit d'un vaisseau spatial ou tout autre champ, dû à des bobines à induction magnétique, on prend la nature cristallin de ce champ. Et le corps devient cristallin. Et donc la femme invisible des Quatre Fantastiques, c'est exactement ce qu'on voit. Elle crée un champ, elle peut se déplacer à travers l'espace-temps, elle peut même s'envoler comme dans un ovni. Et elle s'appelle Sue Storm. Et Sue Storm, c'est SS, c'est le logo des deux éclairs d'Odin qui ont été employés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les deux éclairs d'Odin, c'est l'électromagnétisme, en fait, d'une manière sous-jacente. Donc, en fait, il faut accéder à l'énergie libre pour devenir phénoménal. Il n'y a rien d'intellectuel là-dedans. C'est même pas selon une tradition. C'est que Nikola Tesla, il était hors tradition. Il était avec Vivekananda, et Vivekananda avait les plans des Vimana, et il a permis à Nikola Tesla, finalement, de réédifier les plans des armes atlantes, dont les Vrils, les Vimana et les armes à rayons laser qu'on voit dans la série Les Envahisseurs. Donc la série Les Envahisseurs, on voit que c'est l'opération Paperclip qui a mené à la guerre froide. C'est les Allemands qui ont dirigé la guerre froide pour la construction de prototypes entre Russes et Américains, et eux étaient les maîtres du monde avec cette technologie qu'ils vendaient contre de l'or. Voilà. Donc ces expériences que j'ai vécues quand j'étais petit, c'était comme un agent secret de l'espace, j'étais comme un agent secret de l'espace, j'ai pu voir des choses dont d'ailleurs une femme à l'intérieur du vaisseau qui avait un manteau conique et qui avait un casque, et que j'ai vu dans les livres de Zacharia Sitchin, qui avait une petite boîte noire, une statue qui avait été couverte en Irak par une, comment on peut dire, des archéologues. Et Zacharia Sitchin a photographié cette statue qui était hyper réaliste, et il savait que cette petite boîte noire était une super technologie. Tesla a utilisé une petite boîte noire. Rose Lindsay a vu que sur la poitrine de certains pilotes, il y avait une petite boîte noire avec des disques à lévitation magnétique. Et on a vu aussi cette petite boîte noire. Un témoin l'a vu sur la poitrine de Gotha. C'est Gotha Carlson qui a vu ça sur la poitrine d'un pilote de véhicule volant qui générait un champ magnétique.
Donc le champ magnétique existe depuis longtemps, depuis la Sumérie ancienne, et avec une super technologie. Et c'est ça que j'ai vécu quand j'étais petit, des gens qui À avaient l'âge arrivé de 3 ans. à partir de 3 ans jusqu'à l'âge de 8 ans Et par là. tu en parles dans ton livre, Le le tome tome 2. De ce qui s'appelle le dossier secret des envahisseurs. Mais les gens ne peuvent pas croire en ça parce que moi, je ne sais pas, mon père a été élevé par une caste secrète très très riche et très puissante dont parle justement Jacques Vallée. Et je pense que c'est à cause de ça que j'ai connu tout ça, du fait qu'il était suivi par cette caste secrète, quoi. Est-ce que ton père t'en a jamais parlé directement Ben, il a parlé de certaines choses, mais de pas cette tout. caste? Pas tout, non, 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 mais il connaissait énormément de choses, quoi. Et il n'a pas été à l'école parce qu'il avait un, comment on appelle ça, un précepteur. Et donc c'est ce précepteur lui, il avait des informations qu'on n'a pas à l'école du tout. C'est autre chose. Il n'a pas été formaté, quoi. Et donc il a pu m'expliquer des tas de choses sur Tesla quand j'étais petit. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ces livres là sur les envahisseurs, parce que j'ai vu que la série des envahisseurs, c'est complètement la guerre froide et ultra secrète avec ces grands blonds qui ont le petit doigt qui se raidit entre l'âge de 40 et 50 ans. Et donc c'est la vérité, ça. Donc, pour en revenir à la série Les Envahisseurs, est-ce que ça t'a parlé dès que tu as vu la série, ou ça a pris un certain temps avant que tu décodes et que tu arrives au code Adamski? Ben, je savais que ça cachait un secret, la série, mais j'ai mis des années à découvrir par hasard tout à coup le code. Et c'était en quelle année? Bon, c'était, je sais pas moi, avant, donc j'ai fait des articles pour Top Secret Magazine en 2009, donc c'est à partir de 2009, j'ai des amis que j'ai pu voir franchement le code. Donc dans la série des envahisseurs, ça commence avec Madame Adams, qui sont les 5 premières lettres d'Adamski, qui dit qu'elle est mariée avec quelqu'un qui a déjà vu des choses, et il est mort d'une crise cardiaque, et justement Georges Adamski est mort d'une crise cardiaque, et on voit le restaurant, non, l'hôtel où ils sont dans la série des envahisseurs, ça s'appelle le Palomar, et Adamski a travaillé à l'hôtel Le Palomar, enfin au restaurant Le Palomar. Donc tout ça est lié au scénario, au dialogue. Et quand j'ai découvert ce code, après j'en ai parlé à Roy Tinos, et dans la deuxième préface Du tome 2, tome 2 eh bien, il dit qu'effectivement, ils ont placé le code Adamski. Donc, et est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus en détail pourquoi tu as nommé le code, en fait, ce que tu as décrypté de la série Les Envahisseurs, pourquoi tu l'as nommé le code Adamski? mais parce que en fait, ils ont vu un blond, 6 témoins ont vu un blond atterrir avec Georges Adamski à Desert Center, et en fait, ce blond raconte que c'est un Vénusien, et j'ai compris que non. C'est un test, c'est-à-dire qu'il faut savoir que les nazis travaillaient sur les ondes de Tesla, sur tout ce qui était électromagnétique de Nikola Tesla. Ils ont repris le plan du condensateur discoïdal de Nikola Tesla. En fait, le plan, il l'avait réalisé en 1907. Il y avait la montée du nazisme. Et lui, il voulait présenter le plan de son condensateur discoïdal. Il avait dit au Waldorf Astoria Hotel en 1911, par là, qu'il voulait présenter au Congrès de Genève pour l'accès à l'énergie libre pour toute l'humanité et la paix mondiale. Et les nazis ont fait le contraire. Ils ont fermé ce qu'avait dit Nikola Tesla, et ils ont repris ça pour eux, et pour faire la guerre, traumatiser l'humanité, et créer les condensateurs discoïdaux grâce à l'opération Paperclip, c'est-à-dire qu'ils faisaient une guerre éclair de 5 ans, par exemple, et ensuite, ils posaient avec leur base avec des accords secrets entre nations, la reine d'Angleterre, l'Allemagne, la France, le Japon, les États-Unis, pour faire un consortium géant pour balader l'humanité à l'état de bétail, et eux, l'élite, prenaient les plans des condensateurs et faisaient pour les plus riches du monde les condensateurs discoïdaux de Nikola Tesla dans la zone 51, Dreamland, Holoman, en Amazonie. On sait qu'ils ont fait des bases plus développées que Cap Kennedy dans les Andes, etc. Donc, et aux deux pôles, ils ont fait ces bases-là pour faire décoller les engins verticaux et pour certainement créer un consortium interplanétaire, quoi, pour les plus riches du monde. Donc en fait, comme il faisait la guerre au consortium pétrolier, Adolf Hitler,
ils ont continué de faire la guerre contre eux. Ils sont devenus hors la loi, les grands blonds aux yeux bleus, ils se sont fait passer pour des Vénusiens, parce que quand on a les dispositifs de Tesla, il faut se faire passer pour un extraterrestre pour ne pas être pourchassé, quoi. Et Georges Adamski est tombé dans le panneau. Voilà, il a été pris comme une sorte de pion sur le jeu d'échecs interplanétaire, et ils l'ont fait marcher parce qu'il était très fleur bleue, et comme en plus il avait fait la loge royale du Tibet, et comme les nazis avaient fait les grandes loges tibétaines à Berlin, etc., ils ont surveillé, après, comme il avait fait une loge lui-même tibétaine, Adamski, ils se sont insérés là-dedans, les services de renseignement avec les nazis et l'ancienne Gestapo, les hommes en noir qui se sont fait passer pour des extraterrestres, quoi. Et là, ils ont créé une nouvelle histoire, c'est-à-dire une genèse extraterrestre pour pas qu'il y ait d'enquête sur le consortium à énergie libre au-delà des grands consortiums pétroliers. Mhm. Est-ce que tu penses que Adamski, avant sa mort, a su la vérité ou il a toujours été dans le flou? Non, il n'a jamais rien su. C'est comme Jimmy Gueux, il n'a jamais rien su de tout ça. Adamski, le dernier film qu'il a fait, c'était prendre un disque volant de type Onbu. Et une fois qu'il a fait ce film, il est mort d'une crise cardiaque comme dans Les Envahisseurs, quelques temps après. Mais par contre, le code qui est dissimulé dans la série Les Envahisseurs parle bien de ce code nazi. Donc McIntyre, en tout cas les scénaristes de la série, ont voulu dévoiler toute la vérité. Ben, McIntyre, sa fille, a travaillé pour Georges Adamski. Donc moi je pense qu'elle avait été placée par la fille de McIntyre a été placée auprès de Georges Adamski pour voir comment il était manœuvré et ce qui se passait. Donc il était au courant que les membres de la pure lignée viking, le soleil sur la poitrine, tout ça, ont le petit doigt qui se raidit. On appelle la griffe celtique, puisque ça a été officialisé depuis que j'en parle maintenant. Et la griffe celtique, le premier roman qui s'appelle Dame of Death, c'est-à-dire le barrage de la mort en américain, mais c'est le barrage de la peur dans la collection Point Rouge, ils disent ça s'appelle la griffe. Donc ils étaient au courant, Queen Martin. Et il faut savoir que Queen Martin, un des meilleurs films qui explique toute l'invasion mondiale, c'est un des épisodes des Incorruptibles qui parle de ces hyperboréens de type viking, de type nazi, qu'on voit dans l'épisode Auto-Fric. Elliot Ness va combattre ces gens qui veulent envahir le monde en truquant toutes les cartes, quoi. On peut dire que finalement tu te retrouves un peu dans la peau de David Vincent. Ah ben complètement, parce que j'explique que ces êtres aux petits doigts raides qui sont pilotes des disques volants, des condensateurs discoïdaux de Nikola Tesla, voyagent dans le système solaire, et en plus de ça ils sont certainement sur la Lune, Mars, Vénus, Jupiter, Io, Titan, etc. Mais en même temps je parle des régénérateurs tubulaires qui existent aussi réellement, et Andrew McIntyre était chasseur de nazis, donc il a mis des images codées de ces tubes régénérateurs qu'un autre chasseur de nazis, Gianni Dotto, a construit lui réellement. Ça guérissait instantanément le cancer. Mais tous les membres de la pharmacopée chimique, de type Bill Gates et puis tous ces gens-là, Sloan Kettering, en a interdit la construction en série pour sauver l'humanité. Ils veulent que les gens soient malades et ils utilisent la pharmacopée chimique pour nous empoisonner plus encore, afin que nos glandes ne réagissent plus à l'énergie libre. Oui, je te disais que tu ressembles un peu à David Vincent parce que ce qui revient dans la série, c'est les 3 questions sur cette fameuse lignée viking, sur ces espèces de surhommes. D'où viennent-ils? Que veulent-ils? Et pourquoi leur objectif est-il si antinomique avec le bien-être du kidam, de l'homme normal humain? Tout simplement parce que c'est une élite d'aristocrates très très riches. Comme le dit Jacques Vallée, il ne s'agit pas d'extraterrestres. Jacques Vallée a découvert la vérité. Depuis la nuit des temps, existent au fond des océans, sous la terre, des gens, depuis le bouleversement de la Terre dans la destruction de l'Atlantide, à cause de consortiums anciens atlantes, égocentriques, qui veulent s'accaparer toutes les richesses du monde pour avoir cette énergie libre, parce qu'il faut avoir le diamant, il faut avoir l'or, etc., comme les anciens Ramsès, etc. C'est une guerre interstellaire, comme le dit Jacques Bergier. Comme par exemple, Jacques Bergier, on ne sait pas pourquoi, tout à coup, il dit que les manuscrits de la mer Morte, ça a à voir avec un combat qu'il y avait entre la Terre et la Lune. Mais ça, c'est les familles royales qui s'installaient sur la Lune et qui avaient le droit de pouvoir, et disons, astronomique et
et cosmogonique, c'est-à-dire qu'ils, s'ils installaient des palais sur la Lune, sur Mars et tout, il fallait avoir des droits de territoire achetés avec de l'or des territoires, comme dans les années 50-60, les Rothschild, Rockefeller achetaient des morceaux de Lune, des morceaux de Mars, mais personne n'a jamais su de quoi il s'agissait. C'était pour installer des propriétés, mais il faut avoir des droits, et les droits, c'est installer des circuits électromagnétiques dans des palais pour se régénérer, exactement comme des investisseurs, et avoir des dispositifs, acheter des Vimana recouverts d'or, parce que l'or protège de l'électromagnétisme, comme l'arche qui était recouverte d'or pour pas qu'on brûle. Et donc en fait, il faut comprendre que toute la technologie atlante, hyperboréenne et lémurienne, c'est une technologie qui plie le champ magnétique et qui donne un courant qui démultiplie le corps électrique du corps humain par 7, nous disent les supérieurs inconnus. On appelle ça Cévenon de la masse, pour arriver à l'infinitisation de la masse et donc l'immortalité relative. Et c'est ça le combat, c'est-à-dire les plus riches, comme la famille royale des 12 dieux de l'Olympe, par exemple, dont Sanchoniathon avait découvert la réalité concrète des 12 dieux de l'Olympe. D'ailleurs, il les traitait d'imposteurs parce qu'il disait s'ils ont besoin de chars pour voler, ce ne sont que des êtres humains, mortels même. Et ils avaient atteint l'immortalité relative par la technologie de type Tesla, mais Atlante avant Tesla. Tesla n'a fait que recopier parce que c'était l'ami de Vivekananda qui possédait les plans de ces anciens disques Vimana, Vril, et donc les Honbu étaient reconstruits par les Allemands parce que les Allemands possédaient de l'or et ils avaient créé 2 guerres mondiales pour arriver aux moteurs à énergie ionique et tachyonique, ceux que Nikola Tesla a voulu reconstruire avec l'aide de Vivekananda, parce que les documents anciens, dans des sanctuaires secrets, les documents de ces disques volants atlantes existaient réellement. Mais personne ne s'en souvenait plus à cause du bouleversement qu'avaient créé les faux dieux, ces espèces de familles royales comme Zeus, Apollon. Et Apollon, on dit que c'est pas Hélios, Apollon. Les 7 jours de la semaine, c'est nos 7 lumières, et le monde se forme en 7 lumières qui accélèrent la matière par dynamisme télémental. Et une fois qu'on atteint l'infinitisation de la masse par la multiplication par 7 du corps électrique, c'était ces études qui ont été faites, par exemple, à Philadelphia. Et ils ont été désintégrés sur les Lodge E173 parce qu'ils cherchaient à accélérer la masse. Et il y a eu plein d'accidents sur des singes, sur des hommes, etc. Il y a eu des désintégrations de partout. Le fourgon qu'on voit dans la série Les Envahisseurs, dans le mur de cristal, on voit un petit fourgon qui va dans un fossé. C'est un événement d'agents secrets réels. C'était arrivé à Upton by Chester en Angleterre en 1958. Un petit fourgon conduit par Josh Turner est allé dans un fossé et George Turner s'est auto-incinéré comme dans Les Envahisseurs. Ce sont des dossiers secrets qui ont été employés pour faire la série Les Envahisseurs. Oui, alors il y a énormément de choses parce que tout d'abord, je voulais revenir sur la première partie. Il y a une petite analogie entre ce que le monde ici-bas décrit comme sa réalité, en fait un empire et donc une conquête, sauf que là on est dans une dimension galactique. Donc, disons commençons par seulement le système solaire. Oui. Le système solaire, il y a un soleil. Le soleil, là, il n'a pas de nom. Alors que tous les soleils, la plupart des soleils sur les cartes stellaires ont des noms. Wolf, le soleil de Wolf, Aldébaran, Alnilam pour une étoile du Baudrier d'Orion, tout ça. Mais nous, on n'a pas de nom au niveau du soleil pour faire perdre notre mémoire. Et la Terre, elle n'a pas de nom de générique non plus. C'est une Terre, la Lune, c'est une Lune. Alors qu'en fait, ça commence à Mars, où toutes les planètes ont le nom de dieux de l'Olympe, parce que c'est les familles royales. J'allais y venir. Donc le deuxième thème essentiel, c'est celui de la mémoire. On dirait que le drame essentiel de l'humanité, c'est qu'elle a perdu sa mémoire depuis les déluges. La mémoire cosmique, il faut bien mettre. C'est la mémoire cosmique, dont finalement pourrait nous parler Tesla. Parce que voilà, et donc elle a oublié ce qui s'est passé à l'Atlantide et elle ne sait pas cette guerre qui se joue. Et on nous la vend comme étant de la fiction, de la science-fiction, alors que ça se déroule autour de nous. Sauf qu'on nous maintient dans un mensonge. Alors, évidemment, par passivité, on nous maintient dans un mensonge parce que les élites
comme dans Les Envahisseurs, leur tête de pont se situe dans les points particuliers, comme par exemple à l'Élysée, on peut dire au Vatican, et le pompon, c'est Hollywood, qui est la guerre des images, de l'id-entité. C'est-à-dire toute image est fictive tant qu'elle n'est pas réalisée dans la matière. Donc une image de film, si elle est utilisée pour telle ou telle chose, ce sera certainement un conditionnement, comme le dit Roseanne Barr à Hollywood, quand elle a découvert que Hollywood est chapeauté par une société secrète de type nazi. Donc en fait, il s'agit bien au tréfonds depuis la haute antiquité de la guerre de l'image. Et image, par anagramme, veut dire magie. Donc là, on est dans la guerre de l'id-entité. L'id, la guerre de l'id a commencé au temps de la Grèce antique, les démons de l'id, on dit. Les monstres de l'id ou les démons de l'id. Parce que l'id, c'est l'idée de l'image, la création de l'idée de l'image. Mais tant qu'on n'a pas l'idée de l'image en soi, on devient un robot. Parce que c'est l'imaginaire qui est riche et puissant. Ce n'est pas l'argent. L'argent vient après l'idée. Parce que l'idée est le principe de la pensée. Mais la pensée réelle et vivante. C'est-à-dire qu'il faut penser à incarner quelque chose. Tant qu'on ne pense pas, c'est comme Bruce Lee avait découvert ça. Il faut penser à incarner quelque chose qui est l'image en soi. Mais cette image, il faut non pas aduler une image d'une star à l'extérieur, parce que ça c'est déjà perverti, c'est complètement perverti. On va donner de la force à des gens qui ont beaucoup d'argent et en plus ils ont notre force mentale. On inverse le processus. C'est une énergie de foi. Donc il existe aussi des vaisseaux à énergie de foi, de conditionnement, pour aduler des soi-disant extraterrestres. Alors qu'on perd justement après notre énergie, comme une pile, on se perd là-dedans. Donc le New Age, les New Agers, obéissent à cette impulsion d'aduler à l'extérieur, et c'est le syndrome des 12 dieux de l'Olympe, justement. C'est ce qu'ils veulent, ils se frottent les mains du fait qu'on n'a pas compris qu'on devait incarner en secret l'image idéale, l'id. C'est-à-dire que notre id secret serait, dans le Tao, il y a deux principes, le petit, le grand, le fini, l'infini, le mortel, l'immortel, la créature, le créateur. Et donc, il faut fusionner les deux pour devenir un troisième être très mystérieux. C'est-à-dire accepter le mystère sans connaissance intellectuelle. C'est ce que dit Bruce Lee. On ne doit pas s'influencer intellectuellement. Et toutes les universités à l'heure actuelle forment la matrice forment une matrice artificielle intellectuelle, alors qu'il ne faut pas utiliser un intellect. Donc on est plus spontané, comme le dit Bruce Lee. Et de là, on comprend qu'aujourd'hui, comme c'est l'image vraiment, véritablement, en général, inverse de ce que tu viens de décrire, on est quoi alors? On devient leur pile électrique? On leur donne tout le pouvoir? En fait, comme je disais, comme l'image est inscrite dans l'ADN, c'est un programme, on est venu mettre au monde l'image, c'est-à-dire on enfante l'image. La première chose, c'était le souffle dans la matière, c'est-à-dire la matière de ce corps. Et ensuite, il faut reprendre le souffle, c'est-à-dire inspirer. L'inspire va vers l'idéal, et l'idéal, ensuite, on expire pour incarner l'image par le plexus solaire, qui est la porte solaire, pour souffler l'image ici et l'incarner dans le monde. Mais comme on n'a pas fait ça, on devient des robots de ceux qui nous gouvernent. Parce qu'on devient leur pion, à ce moment-là, une fois qu'on est choisi pour devenir leur pion, on ne peut plus s'en sortir parce qu'ils créent, eux, les gouvernements, qui sont finalement dans l'erreur, un karma collectif. Alors c'est pour ça que tu as écrit Les pions humains du jeu d'échecs de Mars. Oui, j'ai écrit ça parce que c'est plus que métaphorique. Une fois qu'on est dans l'aventure de ce roman crypté comme j'ai crypté comme fait Hollywood, justement, j'ai fait exprès avec le fameux logo Thundervril, parce que même, je dirais que Steven Spielberg ou George Lucas, ils auraient aimé mettre ce genre de logo, mais ils ne veulent pas avertir l'humanité que ces méta-humains existent dans des disques volants. Donc ils n'iront pas le dire. Donc en fait, ils inventent d'autres logos, comme par exemple E.T. devant la Lune, avec un vélo qui va en antigravité ou des choses comme ça. Mais s'ils mettaient directement ça, on serait très vite renseigné. Donc je l'ai mis directement face à eux, parce que je sais qui ils sont, Steven Spielberg et George Lucas. Ils nous font marcher dans leurs films, qui sont cryptés en réalité.
Comme par exemple, quand on parle de l'étoile noire, avec Dark Vador, c'est le chevalier noir qui existe réellement entre la Terre et Mars. Et Robert Charroux dit qu'il arrivait je ne sais plus, c'était dans une région proche de la Chine, où les Russes montent dans le chevalier noir. Et c'est l'étoile noire, le chevalier noir. C'est un satellite énorme qui peut, par une technologie c'est-à-dire gravitationnelle, il peut dépasser toutes les planètes, voler comme un vaisseau à travers, et il ressemble à une planète. Voilà, ça fait partie de ça. Et les codes, comme par exemple de Dark Vador avec le laser, on sait que le laser a été créé par les nazis, donc en copiant les plans de Nikola Tesla pour le rayon téléforce des intégrateurs. Donc tout ça existe réellement, mais on ne comprend pas, parce que les dialogues n'expliquent pas la base de tout ça. Dans les films qu'on voit de la guerre des étoiles, on va voir un western galactique, mais on va être perdu dans les images, et c'est la guerre de l'image. Parce que justement, ils espèrent, en nous illusionnant, croyant que tout ceci n'est que de la fiction, et donc les gens, sans s'en rendre compte, ils vont être pris par cette fiction et devenir fanatiques de cette fiction. C'est ce qu'ils veulent à Hollywood. C'est ce que Roseanne Barr dit, ça crée des personnalités à caractère multiple pour rendre fanatiques les gens et les rendre psychopathiques presque. Oui, véritablement la guerre de l'identité, comme tu dis. Voilà, c'est la guerre de l'identité. Et l'identité réelle, c'est celle que l'on doit incarner, et après on se perd parce qu'on adule et on oublie d'incarner, et donc il faudra recommencer l'expérience à un autre stade de la vie et revenir tant qu'on ne l'a pas fait, quoi. Et je dirais même que cette vérité et ce que tu mets en lumière sur tous ces codes et le véritable monde dans lequel on vit rejoint la métaphysique pure, puisqu'on retrouve toujours ceux qui sont les éternels et ceux qui sont les immortels. Ben ça, c'est 2 bandes dessinées de Stanley Lieber, qui se fait appeler Stan Lee, où justement il parle des immortels et des éternels, parce qu'ils sont... je pense que Stanley Lieber, avec Jack Kirby, faisait partie d'une sorte d'organisation secrète pour mettre ces comics en avant, que ce soit les X-Men, par exemple Wolverine, c'est les werewolves allemands. Mais il a ses griffes, c'est le loup, quoi. Wolverine, c'est un loup. Et les werewolves, c'était eux qui possédaient la technologie des disques volants pendant la Deuxième Guerre mondiale, et dont certains ont atteint l'immortalité relative. Et Wolverine est carrément presque immortel. Il se régénère rapidement, et son squelette d'adamantium, avec ça, il est complètement immortel. Et ça, c'est la résonance de certains qui ont travaillé sur l'immortalité relative, comme le recherchait Tesla et Vivekananda. Et là, on sait, avec Wolverine, que je l'ai su, qu'un groupe d'Allemands qui actuellement est à Berlin ont renversé le processus de la vieillesse. Donc ça, c'est le sujet du roman crypté, Les pions humains du jeu d'échecs de Mars, que je viens d'écrire, là, qui vient de paraître. Est-ce que tu peux le montrer Ah ben, je peux le montrer. Voilà, Les pions humains du jeu d'échecs de Mars. Oui, et je rappelle d'ailleurs que Le secret des envahisseurs est paru tome 1 et tome 2, et que tu projettes de sortir le tome 3. Oui, le tome 3, il est prêt. Il parle justement, une fois qu'on a compris qu'on n'a plus à aduler d'extraterrestres qui viendraient de l'extérieur, c'est une pure illusion, on nous dirait le bouddhisme tibétain, on n'a pas à attendre un dieu venu de l'extérieur. Ça, c'est les yidam au niveau des familles dans l'initiation tibétaine, du bouddhisme, de ces valeurs spirituelles. Ils le disent très bien, quand on arrive à un certain degré, comme Bruce Lee par exemple, on ne doit plus penser à l'extérieur, ni à un dieu extérieur, ni à des archanges, ni à des anges, ni à un extraterrestre. On doit rester soi-même. Et c'est ça le secret des dieux, quoi. Être soi pour devenir un méta-humain. Donc les pilotes des disques volants ne sont pas des extraterrestres, mais des méta-humains transformés, c'est-à-dire des humains devenus méta-humains par l'énergie libre qui traverse leur corps. Et c'est ça que les gouvernements ne veulent pas dire, parce qu'ils ont découvert ce secret. Ils le savent très bien. Et ça, on rejoint les petites méduses dont j'ai donné le nom dans mon deuxième tome, ces petites méduses qui régénèrent leurs cellules constamment comme un moteur à énergie libre et qui sont immortelles. C'est le seul organisme, ces petites méduses, une race de petites méduses sur la Terre, qui est complètement immortelle.
Donc c'est la preuve Oui. qu'on est à la base, dans nous-mêmes, dans notre propre eau, on doit atteindre ce dispositif qu'ont ces petites méduses. Mais il y a une énorme différence entre donc l'aspect de ces royautés qui est vraiment, on dirait, une quête de pouvoir, du matérialisme, de la science, et un aspect d'un homme spirituel réalisé, qu'il sait qu'il est divin et qui devient l'être divin. Oui, il y a ces deux côtés, seulement ça se confond maintenant le problème. Parce que ceux qui ont le choix, grâce à l'or, pour atteindre l'énergie libre et être transformés rapidement en un méta-humain, n'ont pas besoin d'aller perdre 50 ans de leur vie dans une grotte. Vu qu'ils possèdent les régénérateurs tubulaires de Nikola Tesla ou de Gianni Dotto, et qu'ils peuvent créer des vortex par compression pour arriver d'un monde à l'autre, interdimensionnel. Donc là, maintenant, il y a une sorte de guerre mystique. Donc il y a les anti-mystiques, les anti-dieux, parce qu'ils sont devenus des dieux. Et les autres qui traînent, c'est-à-dire un chaman ou un qui va pendant des années essayer de trouver l'illumination. Alors il va à un moment donné la trouver, mais peut-être qu'il va mourir avant. Tandis que les autres ont tous les dispositifs. Et ceux que Nikola Tesla voulait mettre entre nos mains pour que devienne une civilisation interplanétaire. Pour que ce soit universel. Voilà. Je voulais te demander par rapport au code des envahisseurs, au code Adamski, est-ce que tu penses que l'humanité est prête à l'entendre aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'on t'a freiné dans la divulgation du secret? Oui, on m'a freiné beaucoup dans la divulgation. J'aurais dû être interviewé par des journalistes. Disons que l'univers de l'ufologie m'a complètement conduit dans des cul-de-sac et j'en ai assez de ça. Donc je vais changer maintenant. Je veux plus de soi-disant aide de gens extérieurs, ça ne m'intéresse pas. Il va falloir que je trouve... je suis un peu comme David Vincent. Donc je dois rester solitaire et œuvrer en fonction de ce que je découvre moi et mes secrets. Et je ne veux pas que l'ufologie profite de mes secrets comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant, à se battre dans un panier de crabes pour essayer de tirer la couverture vers eux. Je ne veux pas de ça. Oui, parce que finalement, comme c'est une série, et comme c'est le contrôle de l'image, etc., on retombe toujours dans le même piège, c'est-à-dire de ne pas vouloir voir la vérité et de croire, oui, mais c'est un tel qui dit ça, donc c'est peut-être faux. Et finalement, comme c'est qu'une série télévisée, on croit que c'est de la culture, les gens ont peur du complot. Donc, bloquent leur accès à la connaissance. En fait, je dirais que ce qui fait peur, justement, c'est de découvrir qu'il n'y a pas de culture. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de culture. On nous fait croire qu'il y a de la culture, et ça, c'est les universités, tout ça qui parle de culture. Mais prenez un Michel-Ange qui va sur du marbre, avec du marbre élagué, faire une statue. C'est pas de la culture, ça. C'est un travail transcendantal au niveau de la matière. Il n'y a pas de culture là-dedans. C'est qu'il a la capacité de le faire. Et comme Bruce Lee, par exemple, il a une capacité surhumaine de faire quelque chose. C'est transformé en culture pour tranquilliser le peuple. Mais ça va beaucoup plus loin. Je dirais même que notre civilisation est un décorum, comme une espèce de cité fantôme au temps du western, et que derrière, si on fait tomber toutes les façades, les fausses façades, on découvrira quoi? Qu'il n'y a pas de culture, que ce sont réellement des méta-humains qui gouvernent l'univers et qui ont des palais sur des planètes. Il y a des mutants et il y a des êtres incroyables. Et c'est ce que moi j'ai vu depuis mon enfance. Ils ont des disques volants et ils ont l'énergie libre. Ils drainent l'énergie libre à travers leur corps et ils mutent instantanément. J'ai même appris qu'il y a des machines qui peuvent guérir de tumeurs en un instant. Donc ça suffit de nous raconter, là, je ne sais pas dans quoi on est, dans quel décorum on est, avec l'ONU, les gouvernants, je ne sais pas ce que c'est que ce décorum, mais tout ça, ça n'existe pas. C'est une illusion. D'ailleurs, le bouddhisme le dit, tout à l'extérieur n'est qu'illusion. Le Bouddha, il disait, la réalité est le rêve, et le rêve est la réalité. Il voulait dire ça, justement. Quand on atteint le degré du rêve éveillé, c'est là où on marche à 100% pour devenir un méta-humain. Exactement, et l'homme doit tout faire. Il n'y a pas de professeur à l'extérieur, il n'y a rien du tout. Pour se travailler lui-même, pour travailler en lui-même, pour redevenir méta-humain, l'homme primordial.
Et tant qu'il sera feignant, il ne pourra pas se passer de miracle. Voilà, parce qu'il y a, on le voit, regarde la nature, il y a les montagnes, il y a les torrents, il y a les nuages, il y a le champ magnétique de la Terre, il y a le vent, il y a la mer, il y a les animaux, il y a des antilopes qui vont à des vitesses incroyables, les jaguars. On voit qu'il y a une force monumentale, les éléphants, etc. Il n'y a rien d'intellectuel là-dedans. Où est l'intellect là-dedans? C'est la force, comme les moines Shaolin, comme Bruce Lee, pouvaient canaliser la force animale et de tous les animaux et même des insectes, où la menthe religieuse fait un tour avec sa tête, on se demande comment elle peut faire, etc. Donc c'est les possibilités mutantes et les capacités qui sont hors normes. La nature est hors norme par rapport aux individus de la Terre qui veulent, eux, se ranger dans des petits carcans et des petites idées préconçues. On leur met, ils en veulent des idées préconçues, ils en veulent partout avec des fausses pubs. On est complètement coincé dans ce que j'appellerais, c'est cette matrice artificielle qui n'est pas du tout intéressante, alors qu'en réalité, on n'est pas coincé du tout, on nous le fait croire. Donc en fait, il faut comprendre que comme tout est phénoménal, notre inspire, notre expire, on est réglé, on peut voir la nuit dans nos rêves, on voit nos propres pensées archétypiques. Ce sont des codes qu'il faut apprendre à décoder ces images que l'on voit pour notre propre destin. Donc tout est phénoménal, il n'y a rien d'intellectuel. Donc quand on ne passe pas par l'intellect, c'est là la métamorphose, la méta-humanité. Et il faut devenir ça directement. Il n'y a pas à tergiverser. Tant que quelqu'un dira « moi, je vais t'apprendre ceci, on va à l'école là-bas », il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Merci Peter. Je voulais te demander, si ça ne t'ennuie pas, bon, tu l'as déjà cité à plusieurs reprises, de nous parler un peu plus en détail de ton expérience, de ce que tu as vécu il n'y a pas si longtemps avec Bruce Lee. Ah oui, c'était l'année dernière quand Bruce Lee est venu, pendant 3 nuits de suite, il est venu me secouer, me réveiller dans mon sommeil, comme si j'étais mort, quoi. Et puis il m'a donné un enseignement. Et la nuit d'après, il revient, et dès qu'il m'a réveillé dans mon coma du sommeil, je me suis rappelé tout ce qu'il m'avait dit la nuit d'avant. Et la 3e fois, quand il est venu, ça a fait la même chose. Il m'a secoué, il m'a réveillé dans mon sommeil, et il m'a encore expliqué des choses, et je me suis rappelé des 2 nuits d'avant de tout ce qu'il m'avait dit. Et c'est pour ça que j'ai fait ces deux articles dans Top Secret Magazine 89 et 90 et que je fais le livre sur Bruce Lee pour montrer que Bruce Lee a fait le chemin à l'envers. Il est parti de son imaginaire en lisant des comics, en lisant des récits de fiction pour créer son être tel que les récits de fiction le racontaient pour devenir, par exemple, comme Doc Savage. Doc Savage, c'était un gars qui... Doc Savage, c'est dans les années 30, ses romans sont sortis dans les années 30, ils expliquent que Doc Savage est rompu à tous les sports de combat d'arts martiaux, des combats de rue, comme le faisait Bruce Lee, et il fait des pompes sur un bras, et c'est ce qu'il a fait au tournoi de Long Beach. Bruce Lee, il a eu d'ailleurs un prix grâce à ça, et en fait, c'est grâce à ça qu'il a pu tourner Le Front long vert. On le voit sur un bras, comme Doc Savage dans la bande dessinée, et ensuite... on voit un roman de Doc Savage sur une jonque, et on voit dans Opération Dragon où il va sur une jonque, Bruce Lee. La jonque, en plus, représente, vue d'en haut, l'oreille du Bouddha. Donc, et ça signifie l'équilibre. Donc, Bruce Lee met des codes dans ses films. Et ensuite, on voit un Doc Savage qui a toujours sur les couvertures la chemise déchirée, et dans Big Boss, il a sa chemise déchirée aussi. Donc, il incarne ce qu'il a vu. Et il a réussi à l'incarner, il est allé très loin et il est devenu Doc Savage, mais en tant que Bruce Lee. Et personne n'en sait rien de tout ça. Et il y a d'autres exemples du même type, Bruce Lee, exactement. Il a incarné le rêve qu'il avait en lui. Et il le dit, il faut voir dans les yeux, il faut avoir les yeux fixes et avoir la pensée entre le rêve et la réalité. Ce que dit le Bouddha, justement. Est-ce que tu penses qu'il t'a contacté justement pour cette raison, pour que tu le divulgues à l'humanité ? Moi, je pense que c'est un peu comme les apôtres du Christ qu'on vit dans une autre dimension de Christ. Il existe une dimension où les gens ne sont pas morts du tout. Ils sont incarnés d'une autre façon et ils peuvent aider certains gens. Moi, j'étais énervé à l'époque et il est venu me calmer. Je ne sais pas pourquoi. Et je ne comprends rien à tout ça. Mais c'est vrai ce que j'ai vécu parce qu'il y a un ami, il m'a dit, qui faisait du karaté, qu'il a eu la même chose que moi, mais lui, ça a duré qu'une nuit. Bruce Lee est venu le voir. Donc, en fait, ça apparaît à des apôtres de l'énergie libre. Parce que Bruce Lee, il faut savoir qu'il recherchait la puissance du cobra d'or. Il savait que c'était un circuit imprimé entre les glandes qu'il fallait activer.
c'est un circuit imprimé. Une fois c'est comme dans une maison, on allume l'électricité, il faut avoir une puissance télémentale pour activer le circuit imprimé du Cobra d'or et on devient Cobra. C'est pour ça qu'il montre dans Opération 3 un Cobra à l'entrée des cavernes de Han, parce que c'est les Nagas, en fait, les hommes Cobra, immortels. Il est encore un puissant vecteur d'enseignement pour les hommes qui regardent son exemple. Oui, mais je trouve que les revues formatent l'image de Bostig. Ils ne disent pas l'entière réalité, ils ne veulent pas, ils veulent gagner de l'argent par rapport à tout ça, et là ça devient... il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas commercialiser Bostig, c'est tout. Il faut devenir vivant à travers l'idéal, c'est l'id, à chaque fois c'est l'id. Il faut en revenir à l'id en soi, comme Bruce Lee le faisait. Peter, est-ce que tu peux nous préciser qu'est-ce que le Concile des 300? Le Concile des 300 sont des gens, des politiques, mais des familles royales, même comme la reine d'Angleterre et tout, qui font partie donc d'une sorte de, on pourrait dire, consortium géant qu'on appelle les Olympiens. Les Olympiens, c'est justement ce qui a un rapport avec les 12 dieux de l'Olympe. Parce que les 12, en politique, ce sont eux qui dirigent l'univers de la politique. Et en étant comme les Olympiens, c'est-à-dire les géants du mont Olympe, on comprend que non seulement ils ont l'énergie libre de Nikola Tesla, mais qu'ils peuvent voyager dans l'espace avec des disques et des condensateurs de Tesla, et qu'ils ont l'armement, etc. C'était finalement l'opération Paperclip qui a déclenché cette espèce de mouvement des Olympiens. Et donc en fait, c'est pas anodin, c'est juste pour montrer que, comme le dit le journaliste d'investigation au Japon auprès des milliardaires Benjamin Fulford, il dit qu'avec les diamants, l'or, le pétrole, les Rothschild Rockefeller, par exemple, peuvent avoir une base sur Mars. Et c'est certainement vrai, parce qu'on a découvert un dôme dans un cratère de la planète Mars et qui ressemble à la base McMurdo en Antarctique. Et quand on sait que l'amiral Byrd est allé en Antarctique et qu'il y a eu une guerre des disques volants, c'était pour la guerre de l'énergie libre avec ces disques volants. Et ils peuvent très bien partir des pôles et, d'une manière secrète, voyager dans l'espace jusque sur la Lune et Mars. Et donc, le moteur type petite boîte noire qu'on peut ranger dans une mallette s'appelle l'M-Drive. L'M-Drive, le courrier international de 2000, je crois que c'est en 2015 que j'ai vu, le courrier international explique qu'il y a un moteur à propulsion électromagnétique, je ne me rappelle plus du nom du savant qui aurait récemment inventé ça. Donc c'est à mettre dans une mallette et en 3 semaines on serait sur Mars. Mais en fait, moi déjà dans mon premier tome, je parle des nazis qui ont créé ce genre d'engin avec justement une petite boîte noire, donc la boîte noire de Tesla qui pouvait transformer sa Pierce Roe en bolide électromécanique surpuissant, et ensuite la boîte noire qui a été vue sur l'Eldridge E-173 par un officier qui tenait cette petite boîte noire entre ses mains. Donc l'US Navy aurait les secrets de la petite boîte noire qui permet de créer un système d'intrication quantique à travers l'espace-temps, puisque l'Eldridge est allé de 1943 à 1983 à travers le temps. Donc ça, c'est expliqué par Bielek, par ceux qui ont survécu et qui n'ont pas été désintégrés sur l'Eldridge, On peut dire que toute notre histoire et même nos religions sont fausses, puisqu'on prend donc des dieux, ce qu'on croyait être des dieux, les dieux de l'Olympe. En fait, ce sont des humains qui ont une technologie avancée. Oui, c'est ça. Et qui existent encore aujourd'hui, qui s'appellent eux-mêmes les Olympiens. Oui, d'ailleurs, si on ne fait pas partie de ces familles royales, on ne peut pas acheter de terrain sur une autre planète, etc. On n'a pas de l'or en barre, etc. On prend l'exemple, par exemple, de René Cousinet, qui annonce à Paris Match, qui était physicien et qui avait fait l'avion de Mermoz, et qui tout à coup passe d'un avion au plan d'un disque volant
très certainement ceux de Nikola Tesla ou de plans nazis qui ont été copiés sur Nikola Tesla. Il veut faire sa maquette de 6 mètres en noyau et de 6 mètres de diamètre marche, donc fonctionne. Donc il dit à Paris Match, je fais le prototype définitif de 30 mètres de diamètre pour un équipage de 8 membres, et en 9 mois, et au bout de 5 mois, on a trouvé assassiné avec sa femme. Donc ça veut dire que ces fameux dieux de l'Olympe, cette société secrète de type nazi paperclip, l'ont suicidé parce qu'il ne fait pas partie d'eux, puisqu'il n'a pas l'or en barre. D'accord. Et le rapport avec Mars, c'est que Mars, c'est leur planète? Mars, si on va chercher dans la haute antiquité, il y a deux choses qui nous indiquent qu'il y a, John, je ne sais plus comment il s'appelle, Brandebourg, dit qu'il y a eu une guerre, certainement de type énergie libre sur Mars et atomique, pour ces combats-là, pareil que sur la Terre, au temps de Sodome et Gomorrhe. Donc la haute technologie a mené à la perdition des continents et des États qui étaient souverains avec cette énergie libre. Donc on prend par exemple, moi par hasard je suis tombé sur les Rames, les familles royales, les Rames, ce qui était Rama Krishna, qui possédaient des disques volants, puisque c'est marqué dans la Bhagavad Gita, et qui luttaient contre des démons. Et ils rasaient des villes entières avec leurs combats. L'OVNI apparaissait, disparaissait, il était sur l'eau, tout à coup il était sur une montagne. Ça, c'est le système d'intrication quantique décrit dans la Bhagavad Gita. Ce système d'intrication quantique, donc l'Eldridge, grâce aux bobines de Tesla, a été déclenché pour des tests au tout début, pour transporter du matériel d'un point à un autre à une vitesse absolument incroyable. C'était la recherche nazie sur la compression du vortex et la séparation des champs magnétiques. C'était une recherche test sur la technologie quantique menée par Nikola Tesla. D'ailleurs, Albert Einstein suivait Nikola Tesla parce qu'il ne connaissait pas tout. Albert Einstein, souvent, Tesla lui tirait les oreilles parce que c'est grâce à Tesla qu'Einstein a pu continuer certains travaux parce qu'il ne comprenait pas tout ce que faisait au niveau phénoménal Nikola Tesla, quoi. Parce que lui, Nikola Tesla, était avec cette société de Vivekananda hindouiste qui avait construit dans la haute antiquité des vimanas. Donc il était très au courant, Nikola Tesla, de comment reproduire les anciennes armes atlantes et les machines des Arias, etc. Donc, de quoi la question, c'est que tu as dit Je te demandais si c'était leur planète. Et, enfin, en tout cas, aujourd'hui, j'en reviens aux Rames, les Rames. Oui. Donc Rama Krishna qui possédait ces disques-là, Ramsès qui, par anagramme, veut dire Mars, et les rois pharaons de Mars, dont des pyramides ont été observées avec des visages, plusieurs visages, dont deux visages ont été découverts par deux astronomes, et Jean Sider en parle dans un de ses livres, et on voit que ce sont des pharaons quasiment. Donc je pense que sur Mars, il y a eu une guerre. Donc Eugenio Siragusa en parle de cette destruction de Mars. La bande dessinée Justice d'Alex Ross, ils en parlent aussi, et John Brandebourg en parle aussi. Donc il y a bien eu une guerre, mais on ne veut pas nous le dire de type Sodome et Gomorrhe, mais du pôle Nord au pôle Sud. Donc il reste des éléments, donc les pyramides géantes de Mars et le visage, parce qu'il faut savoir que les images ont été truquées sur Mars Global Surveyor, et qu'en fait 250 grilles dans la tonalité des grilles ont été retirées par la NASA. Parce que, évidemment, si, comme le disent certains experts, il y a des nazis à la NASA, ou que la NASA est tout simplement un programme nazi. Voilà, on ne peut pas savoir la vérité, puisque déjà Werner von Braun voulait cacher, et on l'a découvert dans le rapport McDaniel, la CIA voulait cacher qu'il y avait des artefacts sur d'autres planètes. Donc si on nous cache ça, d'ailleurs, de toutes les façons, avec ma découverte il y a un designer, Isamu Noguchi, qui avait fait son programme à la charrue pour l'évolution du monde, c'est-à-dire qu'il voulait construire une immense pyramide, et en 1933 et en 1947, il voulait faire un visage de 2,5 km de longueur, et curieusement, le visage qui a été pris sur Mars en 1976, c'est-à-dire lui c'était en 1947, fait 2,5 km, avec des pyramides géantes. C'est le rêve d'Isamu Noguchi qui se retrouve dans les sables de Mars. Et là, on peut se poser la question, puisque
le mémorial qu'il a construit s'appelle Mémorial à l'homme, des pyramides de Mars, visibles de Mars. Donc là, ça veut dire que c'est coïncidence qu'on découvre, et lui, il ne voulait pas d'une apocalypse, et justement, sur Mars, il y a eu une apocalypse. Et je pense que les dieux de Mars sont venus sur Terre après en Sumérie, sur le plateau égyptien, et ils ont recommencé leur guerre, Atlante. Voilà, ils viennent de Mars, ils ont détruit Mars. C'est ça, Mars est la capitale du système solaire où les Olympiens ont repris le contrôle du mont Olympe, puisque à la base, même des experts disent, la base, c'est un mur qui fait 6 mètres de haut, qui ceinture la base du mont Olympe, et beaucoup, même que le professeur Opic dit que le Tarsis, le dôme de Tarsis, représente le toit des Martiens qui vivent sous la croûte de Mars, dont mon roman, Les pions humains et jeux d'échecs de Mars, parle de tout ça justement. Et curieusement, il y a un autre nom, l'Agathodémon, un canal qui s'appelle l'Agathodémon sur Mars. Il n'y a pas que le mont Olympe. Et l'Agathodémon, c'était l'énergie virile du serpent électromagnétique que généraient les disques volants, les Vimana. Or, curieusement, un des canaux s'appelle l'Agathodémon, et que Sankhoniaton avait décrite. Et ça se retrouve sur Mars. Si c'était seulement sur la Terre, on découvrirait un canal sur la Terre qui s'appelle Agathodémon. Eh bien non, c'est sur Mars, comme le mont Olympe, où il y a les 12 dieux de l'Olympe. Et Mars, le premier nom, c'est un nom d'un des dieux de l'Olympe, Mars. Sur Mars, la Terre n'a pas de nom, la Lune n'a pas de nom. Donc c'est bien là qu'ils sont situés, et donc on nous cache la forme de vie méta-humaine qu'il y a sur Mars. Oui, parce que tu dis bien, comme tu dis et que tu répètes, la Terre n'a pas de nom, la Lune n'a pas de nom, parce que la Terre, c'est juste la Terre. Voilà, c'est pas de nom générique. Par contre, on retrouve très sensiblement, pour les êtres un peu plus connectés ou éveillés, qu'on nous parle tout le temps de Mars, qu'on nous code Mars partout, avec des dates aussi sur le mois de mars, mais également plein de noms qui ont un rapport avec Mars, ou le mot Mars codé partout sur notre planète. Il faut aussi savoir que Nikola Tesla avait reçu des messages intelligents venus de Mars et de la Lune, mais venus de Mars surtout. Et Nikola Tesla, avec une technologie, il a capté les messages de Mars, et sur l'ordinateur sont apparus plein de visages. Et justement, il y a des visages sur Mars. Et ça me parle aussi énormément. Donc il n'y a aucun hasard. Mars est bien habité par une race intergalactique qui est méta-humaine. Et ces visages représentent-ils peut-être les visages des dieux ou... Ça représente l'ancienne guerre martienne où il y avait eu une apocalypse, donc, dont parle Eugenio Siragusa. Et est-ce que tu peux nous parler également des relations parce qu'on a parlé de toutes ces influences et des gens qu'il a côtoyé, de l'influence ou de ses relations avec la société du Vril. Maria Orsic avait découvert donc un trou noir, un trou de verre entre Aldébaran et le système solaire ici. Donc quand en 1944 il y a eu une réunion de Schumann, d'Hitler, de Maria Orsic, etc., c'était pour concrétiser le programme Entreprise Aldébaran. Et on retrouve ce programme dans le deuxième épisode pilote de Star Trek qui s'appelle Where No Man Has Gone Before, où c'est une blonde qui seconde le capitaine Kirk et qui vient d'Aldébaran, comme s'il y avait eu une colonie de ces Allemands sur Aldébaran. Et ça créerait une compression de l'espace-temps, et on arriverait très vite sur Aldébaran. Donc le système, c'est pas à 65 années-lumière comme on le croit, mais à quelque chose de très proche de nous par un trou de verre. Et elle aurait trouvé ce canal, Maria Orsic, et ils ont envoyé un véhicule géant de type Odin. Donc ça, c'est Van Helsing qui en parle. Et il est revenu tout vieux, comme s'il avait voyagé pendant un siècle, certainement à travers ce qu'on appelle un subespace. Et quand des photos ont été prises, des nazis qui ont pris donc il y a bien eu un voyage. Et ce qu'on voit dans Entreprise, donc l'Enterprise qui va vers Aldébaran, c'est le programme de 1944 d'Adolf Hitler avec Schumann et Maria Orsic. Et donc la blonde fait figure de Maria Orsic. À la limite, ils seraient partis, on le dit, ils sont tous partis
vers Aldébaran. C'est une colonie qu'il y a eu sur Aldébaran, donc dans Star Trek, on ne rêve pas. Et la soucoupe de l'Enterprise peut se détacher et ressemble au V7. Et la passerelle, j'ai vu, la passerelle sur les documents où on voit la passerelle ressemble à celle de Star Trek. Donc là Hollywood, comme le dit Rosenbar, n'invente rien. Ce n'est pas l'imaginaire, c'est bien des dossiers secrets de la Deuxième Guerre mondiale qui ont fait qu'il y a eu la création de Star Trek. D'ailleurs, ils voulaient faire de Spock un diable, le Baphomet, carrément le diable. Et ils ont dit non, on va faire que les oreilles pointues pour pas trop en rajouter. Parce que si ça avait été le diable, on aurait compris certainement que ça venait des nazis. Et donc, pour revenir sur les nazis de l'espace et sur les nazis sur le plan, les dieux nazis de... à la NASA. Oui, les dieux de Mars, ils sont donc dès l'origine affiliés à cette caste galactique de races, on peut dire supérieures, en tout cas technologiquement, qui sont au niveau des dieux. Oui, mais d'ailleurs, Howard Munger dit que sur la Terre existe une organisation très puissante qui est anti-dieu et qui possède de la haute technologie. J'ai identifié cette organisation, c'est Neotech Illuminati avec Google, qui font des corps synthétiques, qui les vendent sur le marché noir des espions de l'espace pour voyager dans d'autres systèmes solaires. Comme ça, ils ne vieillissent pas, et c'est par téléchargement d'une conscience. J'ai une de mes amies qui faisait partie de Neotech Illuminati, et elle a vu les photos de ces corps synthétiques comme ceux des envahisseurs. C'est-à-dire des corps qui pourraient nous ressembler complètement, et donc en forme humaine, etc. Et leur énergie est téléchargée dans ces corps, leur conscience. Donc en fait, Neotech Illuminati, à mon avis, fait partie du programme interstellaire secret pour le contrôle des systèmes solaires, quoi. Donc je pense que ce qu'il se passe à l'heure actuelle, Howard Munger dit que cette organisation est anti-dieu, comme le film Mission Impossible 3 avec Tom Cruise, où il est dit qu'une organisation anti-dieu possède une haute technologie d'asservissement psychologique. Et c'est pareil pour Howard Munger dans Mes amis les hommes de l'espace, c'est pour un haut programme d'asservissement psychologique. Et ça, on arrive à MK Ultra en 1945 avec Reinhard Gehlen, le nazi Reinhard Gehlen, et Truman, avec ses disques volants, essaimer l'espace et avoir une technologie supérieure, même des corps synthétiques qui marcheraient à l'heure actuelle. Donc la dame qui m'a donné les informations, parce qu'elle avait des classeurs entiers de cette société secrète, elle a dit que autrefois, il y a 30 ans, comme le dit David Vincent, ils n'étaient pas prêts, et maintenant ils sont prêts, elle m'a dit. Donc ça y est, il y a des gens qui peuvent acheter certainement ces corps synthétiques, et comme ceux des envahisseurs, ils peuvent s'auto-incinérer, parce qu'il ne faut pas deviner quel est le mode d'emploi de ces corps synthétiques, très certainement. Donc des pilotes, et ça me rappelle Hugo Chavez, qui disait que parmi nous, il y a des non-humains. Et ça m'a interpellé parce que la bande dessinée Thunder Agent, qui veut dire l'équipe tonnerre, les agents tonnerre, justement, il y a un physicien qui crée des corps synthétiques pour téléchargement d'une conscience, il s'appelle Noma, non-humain. Donc, en fait, là, on retrouve la technologie, et ce sont des membres de l'ONU. Et d'habitude, dans les super-héros, on invente une sorte de confraternité secrète, comme les Avengers, etc. Mais là, c'est des membres de l'ONU. Donc là, c'est à peine voilé. On est en train de nous dire, dans cette bande dessinée de 1966, où la date, c'est la date où avait lieu le projet WASA du russe Kevinsky, qui était en rapport avec la découverte des armes électromagnétiques nazies et des disques volants. Donc en fait, ça veut dire qu'il y avait un programme spatial interstellaire qui est en train de se préparer, qui certainement appartenait à Werner von Braun, qui représentait l'homme de la pure lignée viking. Donc là, il y a eu un programme interstellaire dans les années 50, et le programme lunaire tel qu'on l'a vu après à la NASA, c'est-à-dire la fusée Saturne V, il y a un code dans Saturne V. Saturne, c'est le programme Chronos du SS Hans Kammler pour les cloches volantes runiques par aspiration au mercure rouge. Donc, en plus, il faut savoir que Werner von Braun connaissait ses collègues qui faisaient des disques volants de type Tesla en arrière-plan des fusées spatiales. Donc lui, il était l'expert de la fusée spatiale, donc ça a caché l'autre programme interstellaire dans les années 50. Ils sont arrivés sur la Lune, ils ont débarqué avec leurs disques volants et ils ont installé des bases. Et ensuite, ça leur a permis d'aller sur Mars en très peu de temps.
Donc, au début, certainement que c'était hasardeux leur programme. Il y en a qui ont dû s'écraser sur Mars, etc. Mais ils ont fini par le faire. Et on sait qu'en 62, ils seraient arrivés sur Mars dans un Flugel-Reds ou quelque chose comme ça. Alors moi, je pense que la fiction que l'on voit à Hollywood ou même dans Les Envahisseurs, c'est la réalité. On a basculé de la fiction à la réalité, mais nous, on nous fait vivre les événements comme étant de la fiction pour pas que notre conscience s'éveille comme le voulait Bruce Lee, voir tout, quoi. Et on est là chapeauté par Hollywood, comme le dit Roseanne Barr, et on ne peut pas deviner toutes ces choses. Alors par contre, quand je reviens à Howard Menger qui dit qu'il y a une organisation secrète qui possède, il le dit dans son livre Mes amis les hommes de l'espace, c'est-à-dire qui a servi toute l'humanité, qu'il est du stade du mythique démon, et qu'il a servi un peuple sous la terre qu'on ne connaît toujours pas, et je pense, là on arrive aux intras, et un peuple de Mars. Donc il faut avoir des vaisseaux spatiaux pour aller sur Mars. Donc il y aurait des peuples sur Mars qui seraient certainement des anciens Limuriens, Hyperboréens, tout ça, et qui seraient aussi asservis par des êtres humains qui possèdent des vaisseaux spatiaux ici sur la Terre. C'est dingue, non? Oui, et tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu appelles la guerre avec la Lune? Alors c'est Jacques Bergier, j'ai par hasard vu dans... Alors je crois que c'était son livre... je ne me rappelle plus du titre du livre de Jacques Bergier, où tout à coup il dit que les manuscrits de la mer Morte sont en rapport avec une guerre. Je crois que c'est la clé de la Lune. Interplanétaire, c'est pas la clé de la Lune, ça a un autre nom. Et donc une guerre, il y aurait une guerre dans le système solaire entre la Terre et la Lune depuis la nuit des temps, et cette guerre-là, ça serait codée, elle serait codée dans les manuscrits de la mer Morte. Donc là, je pense que c'est certainement vrai, parce que Jacques Bergier, il était au courant, il faisait partie de l'OSS, il était au courant d'énormément de choses par rapport aux nazis. Donc je crois qu'il y a quelque chose. Oui, car il a été dans les services secrets. Oui, voilà, donc je ne peux pas en parler plus, mais j'ai essayé, dans mon livre Les pions humains du siècle de Mars, j'ai crypté de façon à ce que le lecteur puisse voir et vivre cette aventure extraordinaire que j'ai décryptée, qui existe réellement, et que on doit devenir ce héros à l'extrême pour empêcher ce nouvel ordre mondial de ce que j'appelle l'OMU, parce que l'OMU dirigerait l'ONU sur la Terre. Ce serait l'Organisation des Mondes Unis, qui a atteint l'immortalité relative, des êtres semi-immortels et immortels qui utilisent des hybrides, sorte d'hommes yétis, qui, avec le poil rasé, se fait passer pour des grilles extraterrestres, en fait. Le problème, c'est qu'ils sont tellement étendus dans l'espace, ils ont tellement d'hybrides et de clones, qu'on pourrait se demander comment définir où est leur base principale. Il n'y a peut-être même pas de base principale, puisqu'ils ont des bases partout. Ben, moi, je pense que les bases, ça commence avec, disons que Mars est la capitale de tout ça. Donc de ce qui est hybride avec ces immortels et ces semi-immortels. Donc il faut comprendre que tout vient de Mars, mais qu'on ne voit pas l'invasion. C'est ce que j'explique dans le livre, Les pions humains du jeu d'échecs de Mars. J'explique ça, on ne voit pas l'invasion. David Vincent continue, avec maintenant 2 de ses fils, de lutter contre une organisation secrète, mais il va s'apercevoir qu'ils sont sur Mars et qu'on ne voit pas l'invasion. Et lui, il ne peut pas y aller sur Mars. Oui, est-ce que tu peux réexpliquer justement quel est l'objet de ton livre? Qu'est-ce que tu as voulu faire avec ce roman? Ben, disons et pourquoi ce roman? Mais parce que comme l'idée m'est venue de le faire par rapport à mes 2 tomes, Le secret des envahisseurs et le dossier secret des envahisseurs, et les articles que j'ai fait pour Top Secret Magazine, j'en suis venu à me dire que par l'imaginaire, qui doit être réel, je dois décrire la situation de nos sociétés, pourquoi elles sont paralysées, et qui les paralyse. Ben, c'est une organisation secrète de Mars, puisque j'ai découvert vraiment que quelqu'un existe sur Mars, comme Jordan Maxwell dit qu'il y a des gens sur Mars. Lui, c'est un plus grand conférencier que moi, Jordan Maxwell. Mais là, on a essayé de le perdre récemment en le transformant en homme de nulle part. Il doit prouver maintenant qu'il est Jordan Maxwell. On s'est emparé de tout son site, de tout son compte bancaire, etc. Et ça fait partie du complot. Comme dans L'homme de nulle part, la série L'homme de nulle part, il est devenu maintenant il a atteint le degré de cette série. Donc L'homme de nulle part est vrai. C'est vrai. De cette série, si on regarde Nowhere Man ou L'homme de nulle part, c'est une série qui est incroyable et qui décrit la situation de Jordan Maxwell à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ton roman, à travers ton roman, tu fais passer tous les messages de la situation actuelle. Oui, voilà, on peut voir. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que
on pourrait se voir à la place des héros. C'est-à-dire que ça nous donnera la motivation de pouvoir lutter contre ce nouvel ordre mondial interplanétaire, parce qu'ils ne veulent pas le dire qu'ils sont interplanétaires. Les gouvernements obéissent à quelqu'un qui fait partie de l'organisation de l'ONU, de l'Organisation des Mondes Unis. Et l'ONU fait les guerres, manœuvre comme les Thunder Agents pour empêcher que des gens aient l'énergie libre et l'énergie libre pour eux. C'est-à-dire eux s'accaparent tout, l'ONU, pour empêcher de savoir que l'énergie libre, à l'intérieur d'un disque volant ou même une installation dans un ranch avec les bobines de Tesla et tout, peut régénérer entièrement le corps et faire de la cellule un diamant. Diamant veut dire Dieu aimant, l'aimantation du Dieu par l'énergie libre en soi, cristallisée, c'est-à-dire on est des unités de carbone et on n'est pas des unités de fer, de cuivre. Carbone, le carbone, c'est le charbon qui, par compression, devient du diamant. Donc l'image de soi d'un Dieu, c'est le programme que l'on a par intuition. Si on suit l'intuition, on prend cette image, c'est la compression, et ensuite, au-delà de la compression, une fois qu'on devient du diamant, c'est l'expression. C'est pour cette raison que le lecteur peut avoir toutes les clés pour comprendre comment devenir un être interstellaire libéré. C'est ça, on a l'image du créateur en soi, et c'est dans le Tao, c'est ça, le petit, le grand, le fini, l'infini, le mortel, l'immortel, la créature, le créateur, c'est la carte. Et donc on fusionne les deux et on devient un troisième être très mystérieux. Et c'est ce mystère qu'il faut entretenir, il n'est pas intellectuel, puisque toute la nature au niveau n'est que phénoménale. Tous les animaux, les arbres, les plantes n'utilisent aucun argent, ils ne cherchent pas à monter des hiérarchies. Tout est hiérarchique dans le sens de l'égalité dans la nature pour produire une matrice naturelle. On peut parler aux abeilles, les abeilles nous donnent des messages, les animaux nous donnent des messages, ils sont là pour nous aider. Et nous, on n'a pas compris ça, on les tue. Bien sûr. Alors, on va revenir pour finir sur, je voulais te demander de réexpliquer à l'auditoire, résumer ce que tu as voulu faire, expliquer dans le tome 1 des Envahisseurs. Alors le tome 1, c'est l'explication du code Adamski qui défie nos sociétés. C'est-à-dire il est invariable ce code et montre du passé lointain jusqu'à notre futur pour redonner la mémoire, ce qui a été perdu. Par exemple, j'ai l'exemple à donner quand vous voyez la série Les Envahisseurs, c'est la véritable guerre froide. C'est-à-dire, comme le dit Robert Charroux, les nazis qui ont repris le contrôle en 1945, où il y a eu une opération d'exfiltration grâce au programme Overcast et Paperclip, et ensuite ils ont été exfiltrés aux États-Unis, puis au Chili, en Argentine, dans les Andes, en Amazonie, au pôle Nord, au pôle Sud, pour fabriquer des bases, pour construire en série les condensateurs discoïdaux de Nikola Tesla et de faire le canon KSK Donar, le canon tonnerre. Voilà. Ça, c'est... Et de savoir quels sont ces hybrides et qui se fait passer pour des extraterrestres pour pas qu'il y ait d'enquête afin de nous cacher l'énergie libre. Voilà. Et pour la suite, donc... La suite, c'est la suite du code Adamski 1, mais avec un enseignement comment lutter contre les gouvernements qui nous envoient des images, et c'est la guerre des images mentales, c'est-à-dire la fameuse guerre nazie à partir de 1945 qui était la guerre psychologique, qui était la guerre froide. Et quelle est cette guerre froide et qu'est-ce qu'elle représente? Il faut être renseigné, de savoir ce que ça cachait par rapport à l'édification de ces condensateurs discoïdaux. Ça devait mener quelle élite dans l'espace, et surtout pas nous, qui étions rangés dans un ranch à ciel ouvert pour être ensuite engraissés avec une bouffe OGM et nous perdre dans les émanations de vapeur de pétrole et de rayonnement radioactif, afin qu'on dégénère, qu'on devienne des singes. Voilà, et tu me disais que le tome 3 est en préparation. Oui, le tome 3, il est fait, mais il faut que je l'arrange bien parce que c'est les super-héros de Stanley Lieber. Et à quoi ça rime toute cette culture de super-héros? C'est la recherche nazie du surhomme, du méta-humain. Par exemple, je donne quelques exemples faciles. Si on prend Superman, par exemple, avec sa clé en forme de flèche au pôle Nord dans la forteresse de solitude, elle est en or. Et en fait, c'est Apollon, avec son vaisseau spatial qui était en or, et il pouvait voyager jusqu'en Inde et vendre sa super technologie. Donc on a là
dans l'imagerie, c'est Superman est Apollon, en fait. Et Flash, par exemple, qui va à toute vitesse, il choisit un costume dans une bande dessinée qui est celui de Mercure, avec celui qui a un casque avec des ailes. Et lui, il se refait un costume, mais plus moderne que Mercure. Et là, c'est le dieu Mercure. Donc ça, c'est les dieux de l'Olympe. Et ensuite, on a Batman. Batman, lui, il est sous terre, dans une cave avec des chauves-souris, c'est Hadès. Et ensuite, on a Aquaman avec son trident en train de monter sur le dos d'hippocampe géant, c'est Poséidon. Donc en fait, quand on regarde les super-héros, on est en train d'aduler les 12 dieux de l'Olympe, parce que c'est une culture installée pour les aduler à travers ça. Écoute Peter, je te remercie infiniment. Je pense que tous les auditeurs ont toutes les clés pour comprendre qu'ils doivent eux-mêmes être tous des David Vincent et se diriger vers la force de l'être libéré. Oui, parce qu'il faut vivre le moment présent et pas aduler quoi que ce soit à part l'image en soi, comme le faisait Bruce Lee, pour non seulement la concrétiser dans la matière. Tous les nexus des interdimensions de notre propre pensée à travers nos rêves doivent s'incarner. C'était ça, c'est pourquoi on rêvait. Mais le rêve maintenant, c'est devenu une matière pour la monnaie. Que ce soit partout à Hollywood. En fait, c'est pour l'argent. Alors qu'en fait, la nature ne crée pas d'argent. Elle crée des joyaux, de l'or, etc. C'était pour l'échange à la base, mais maintenant, les banques prennent tout par satellite. Ils savent exactement où il y a les rubis, les émeraudes, et ils volent tout au peuple. D'ailleurs, les consortiums qui s'installent dans des pays chassent les pauvres peuples qui habitent ces pays pour leur propre organisation, pour voler sous la terre les émeraudes, l'or, pour avoir tout dans les banques. Et on ne met pas l'or dans les banques, on le met au soleil comme le faisaient les anciens sur les toits des temples et tout ce qui était les joyaux, parce qu'il faut reconnaître que nous sommes nous-mêmes un joyau universel, c'est-à-dire le diamant, le carbone, le morceau de charbon noir qui par compression doit devenir du diamant. Il y a 3 exemples. C'est la chenille qui, par la puissance d'une chrysalide au niveau du cocon, fait que la chenille se transforme en papillon sur le plan concret de la 3e dimension. La graine qui, plantée dans la bonne terre, va devenir un arbre géant. Ce sont des métamorphoses spectaculaires au niveau de la matière. Et c'est pareil pour le morceau de charbon qui, par compression, va devenir un diamant. Les diamants sont éternels et l'homme atteint à ce moment-là l'immortalité relative. Merci Peter. Est-ce que tu voudrais ajouter un message plus direct à tes auditeurs pour terminer? Je peux dire qu'il faut être très vigilant au niveau de notre propre pensée. Toujours penser en concentration, comme le faisait Bruce Lee. Parce que si on perd son image intérieure, c'est souvent par un programme extérieur, à cause d'un programme extérieur de mise en place politique généralement, ou alors de la mode, s'habiller ceci, s'habiller cela, parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas comment s'habiller. Mais en fait, le corps est plus important que le vêtement, c'est dit dans la Bible. Parce que le véritable vêtement, c'est la lumière, les 7 points de lumière du corps, que les hindous appellent chakra, mais que nous, on peut appeler vortex. C'est c'est les lumières. Donc en fait, on doit générer la force de lumière qui, par compression, est dans la matière. Mais il faut avoir la force de localiser le rayonnement de la galaxie. C'est un rayon, c'est-à-dire c'est une onde, une longueur d'onde. Trouver cette longueur d'onde, générer la longueur d'onde et changer la matière, créer un changement de phase de la matière. C'était ça. Et on ne l'apprend pas parce que ça n'est pas indiqué dans les universités. On nous apprend à basculer du côté droit au côté gauche dans notre cerveau. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut être au centre des 2 hémisphères cérébraux sans agir ni sur le côté droit ni sur le côté gauche. Donc il ne faut pas apprendre à lire et à écrire seulement, mais il faut lire par l'entendement. Et c'est cet entendement, comme disait Bruce Lee, il faut sentir. Donc en fait, c'est en sentant, c'est par pure intuition qu'on doit changer de phase de la matière en nous. Et là, on n'aura plus de karma. On ne sera plus ni dans le passé, ni dans le futur, on sera dans le moment présent éternel. C'est ça le secret du diamant. C'était dans le bouddhisme tibétain, on appelle ça dans le yidam le dorje foudre diamant. C'est ça, la force monumentale des super-héros qui sont des méta-humains dans les disques volants que j'ai moi-même vus et qui étaient transparents, comme du cristal. C'est ça. Merci infiniment. Merci. Parce que vous voulez que j'aille témoigner.
Vous savez que j'ai tout sacrifié dans ce combat. Ma fiancée, mon métier, mes projets. En Californie, il y a une vallée où j'ai bien souvent rêvé de m'installer. J'ai tout fait pour alerter l'opinion. J'ai écrit, j'ai parlé, téléphoné, j'ai vu des sénateurs, des députés, des ministres. J'irai témoigner. Mais s'il fallait sous serment que je leur dise absolument tout ce que je sais, je suis bien sûr que personne ne me croirait.